Certaines conversations créent des déclics. Je suis Agathe Molinard, entrepreneur passionnée, toujours en quête de ce qui est clair, questionne et donne de l'élan. Take-Off est un podcast explorateur. Ici, je cherche à comprendre des parcours, des idées, des métiers, des intuitions, des risques, des technologies, des émotions. J'explore pour créer de la conscience et de la clarté, mais aussi réveiller l'envie, la force et l'audace de faire. J'espère créer ces déclics et je vous propose à chaque conversation de faire décoller votre regard, vos choix et votre manière d'avancer. Si vous avez vous aussi envie de booster votre vie, abonnez-vous à Take-Off sur votre plateforme d'écoute, vous serez informé en direct de la sortie des nouveaux épisodes. Aujourd'hui dans Take-Off, on va parler d'intelligence artificielle. J'utilise l'IA depuis un peu plus de 2 ans comme beaucoup et je dois dire qu'au départ ça a été une véritable obsession pour moi. Ce champ des possibles qui s'ouvrait me paraissait dingue. J'ai été fascinée, parfois même un peu décontenancée. Je me pose une question depuis quelque temps, je me demande en fait ce que l'IA fait à notre intelligence. Est-ce qu'elle nous habitue sans qu'on s'en rende compte à réfléchir à notre place ou est-ce qu'au contraire elle nous entraîne à penser plus finement, plus largement, parfois peut-être même un peu plus justement? Alors j'ai eu envie de parler de tout ça avec Marjolaine Grondin parce que j'aime son approche de l'IA, sa vision experte, loin des discours simplistes, mais aussi sa vision profondément humaine. Alors on va parler d'IA, on va parler de posture aussi, on va parler de façon dont on peut rester chef d'orchestre dans ce monde qui est de plus en plus augmenté. Bonjour Marjolaine. Hello Agathe. Je suis très très contente de débuter cette conversation avec toi. Ça fait un moment que j'en ai envie. Moi, j'ai un rapport à l'IA qui est beaucoup moins poussé que le tien, mais j'utilise depuis quelques temps. Et, euh, et j'ai envie un peu de commencer en prenant un peu de hauteur, tu vois. Parce qu'on parle beaucoup évidemment de ce que l'IA nous permet de faire, mais moi je me demande ce que l'IA nous fait à nous. C'est ça la vraie question. Qu'est-ce qu'elle fait à notre intelligence ? Est-ce qu'elle nous rend plus intelligents ? Ou est-ce qu'au final elle nous évite de penser parce qu'on lui délègue beaucoup de choses ? Toi, je sais pas, toi tu as une utilisation largement quotidienne. Ouais. Mais qu'est-ce que tu observes aussi, parce que tu formes des gens, tu accompagnes des boîtes, etc. Qu'est-ce que toi tu observes, qu'est-ce que tu vois quand tu observes les gens utiliser l'IA en fait ? Déjà, je pense que la première chose, c'est que tout le monde a un peu son usage de l'IA. Je dirais qu'il y a, en fonction des gens et en fonction d'un moment, en fait, il y a vraiment une courbe de l'apprentissage et l'utilisation de l'IA. Et peut-être qu'il y a la même dans d'autres domaines, tu vois, les réseaux sociaux ou juste la technologie de manière générale. Tout le monde va trouver un peu son groove, quoi, sa façon d'utiliser l'IA. Et en fait, c'est un rapport très intime. Et moi, ce que je dis, que ce soit dans le bootcamp, dans mes conférences, c'est je vous montre le champ des possibles, mais l'IA, c'est un spectre. Toi qui as suivi le bootcamp, tu vois, j'en parle souvent. Et j'ai dit, c'est un spectre dans les outils lesquels tu vas utiliser, jusqu'à quel point, pour faire quoi. Mais c'est aussi pour soi, en fait. Et où est-ce qu'on a envie d'utiliser l'IA ? Peut-être que ça va être de moins en moins 0%. Mais en tout cas, moi, j'en invite pas à 100%, mais jamais. Je pense que c'est vraiment une danse entre l'humain et la machine. Et après, dans la trajectoire de chacun, il y a peut-être réfractaire au début. En fait, chacun part un peu de son point de vue. Donc, il y a soit complètement réfractaire, soit au contraire solutionnisme, technosolutionnisme, baguette magique, c'est génial, ça va tout faire. Et je ne compte pas le nombre de personnes qui viennent me voir. Bonjour, je veux faire ton bootcamp parce que je veux automatiser mon business. Alors, ça ne veut rien dire. Enfin, c'est, c'est à la fois très très large et très réducteur. Exactement. En fait. Il y a un côté. C'est-à-dire que je veux tout automatiser. Bah non, mais non. Enfin, qu'est-ce que tu veux faire ? Et en fait, c'est beaucoup plus fin que ça. Mais donc, soit on vient en mode j'en veux pas, soit c'est bon. C'est moi qui allais pas très bien, moi qui travaillais trop, moi qui étais plus content de mon travail. C'est bon, il y a l'IA. Et d'ailleurs, ça a un nom. Je crois que c'est Joël de Ronet, c'est un Français qui a théorisé ça, qui disait, faut pas confondre IA et IAK, la lettre K, mais IAK, tu vois. Ah oui, ok. IAK, donc il y a l'IA, puis il y a l'IAK. Donc il y a un peu ce côté où peut-être on est réfractaire, puis on découvre et on se dit, mais en fait, c'est magique. Et puis finalement, on va se mettre à l'utiliser dans tout.
il y a un côté, il y a une espèce d'idylle, tu vois, la honeymoon avec l'IA. Dont les gens reviennent ou pas? Et dont les gens reviennent. Ouais. Et en fait, il y a un moment où tu vois, ça s'enchaîne, c'est super, je fais tout. J'imagine, là, tu sais, dans les films, quand, je sais pas, un couple se rencontre et puis ils font plein de trucs et tu as des plans très, 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 très rapprochés, ils font plein de choses. Bah, j'imagine un peu les gens La comme phase ça, passion, tu vois, la quoi. phase, ah ouais, je délègue tout, puis même mes trucs perso et ma question de ça, et puis j'organise mon week-end et je fais plein de choses. Et puis, à un moment, attends, en fait, pour plein de raisons, parce que ça a peut-être déçu à certains endroits, parce qu'en fait, on se rend compte que on a aussi envie de faire des choses par soi-même. Parfois, on oublie. Enfin, tu vois, il se passe des choses et finalement, ça redescend. Et, et en fait, c'est là où il peut y avoir un peu un point de bascule. C'est que soit des gens pas assez poussés la machine et se disent ah, mais en fait, c'était nul. Mais tu vois, au bout de 3 jours, en fait, j'ai posé la question à ChatGPT, ça n'a pas marché, ça a fait un truc bidon, non, mais de toute façon, c'est nul. Et puis, hop, c'est bon. Et puis, c'est pratique d'être binaire dans la vie, de dire c'est nul ou c'est génial, c'est pratique, mais en fait, malheureusement, c'est pas aussi simple que ça. Et donc, oh, bah, en fait, c'est nul, moi, je suis mieux que ça, ça m'intéresse pas, et je reviens à avant. Ou alors, il y a plutôt une maturité qui se construit et en se disant, en fait, ça m'a servi sur plein de choses. Du coup, je lui trouve sa juste place. C'est un truc dont je parle aussi souvent. Tu vas donner sa juste place à l'IA. Et là, ça devient intéressant. Et en fait, cette juste place qui est, moi, je trouve fascinant, et c'est pour ça que j'y passe autant de temps de réflexion, c'est qu'elle va évoluer toute notre vie. Ça y est, de toute façon, on va faire avec. On va faire avec, mais en fonction de ce que l'IA nous propose à l'instant T, ça évolue tellement vite. Tu vois, hier, je prenais un apéro avec un copain qui me disait ah bah OpenAI va sortir, donc OpenAI qui est des ChatGPT, va sortir son premier objet connecté à la fin de l'année. J'ai dit ah ouais, du coup ce sera quoi? Bah, ce sera le HomePod, un peu tu vois comme les Alexa, Google Home, etc. Mais cette fois-ci vraiment intelligent. Et là tu te dis bah oui, évidemment. Évidemment que ce ne sera pas juste sur notre téléphone ou sur notre ordi. Et ça n'est que le début, parce que ça, finalement, c'est presque une déclinaison de quelque chose qu'on connaît déjà. Mais qui pourra peut-être faire des actions, parce qu'en fait, s'il est connecté, allume la lumière et machin. Enfin, tu vois, il y a tellement de choses qui peuvent se faire. Et puis après, on se mettait à discuter des humanoïdes, donc les robots, vraiment comme un humain qui sont chez toi. Mais alors, je ne sais pas si tu as suivi, c'est sur le plus avancé du marché, je crois que c'est des Suédois qui disaient... qui ont sorti leur truc en disant ça va coûter 20 000 euros, ils rangent ton linge, ils vident le lave-vaisselle, ils t'apportent le café, le machin. Et quand tu creuses, bon, à l'exception près qu'en fait, pour une certaine partie des actions, c'est hybride. En fait, on rend compte que c'est 90% des actions. En fait, c'est les employés chez eux qui ont accès à la visio en direct. Et donc, c'est des humains qui le contrôlent. En fait, c'est un humain qui range ton linge. Mais oui, mais ça, c'est qu'une étape. Parce que... Non, mais complètement. Non, c'est sûr. Mais du coup, c'est trouver sa juste place. En fait, quand on te pose la question, est-ce que tu veux qu'il y ait un robot humanoïde chez toi? Ah, mais si du coup, en fait, c'est des employés qui voient chez moi. Bah non. Dans un an, est-ce que oui? Enfin, en fait, donc cette place, elle va... Je pense qu'on est dans une ère où il ne faut pas trop... Enfin, il faut avoir des convictions, mais peut-être pas des certitudes. En fait, considérer que justement même notre vision, notre posture va évoluer de toute façon, quoi. Pas dire moi l'IA c'est ça. Et toi, tu l'utilises comment? Et ben ça évolue tout le temps, en fait. Du coup. C'est hyper évolutif, et ça évolue en fonction de mes besoins, donc dans mon travail et dans mon quotidien, de la technologie, mais aussi de ma sensibilité perso. Et tu vois, j'ai des moments, là on enregistre l'épisode mi-janvier, je reviens de vacances, zéro IA. Ah, zéro IA. Bon, pas zéro, tu vois. Allez. Bon, allez. Non, mais très peu finalement. Alors, et je te dis zéro IA de mon usage proactif, du genre ouvrir ChatGPT, Claude, etc. En revanche, il m'a préparé des brouillons de réponses à des mails pendant que j'étais loin de mes mails, justement. Et du coup, parce que ça, pour le coup, typiquement, tu l'as automatisé. Ouais, j'ai automatisé. J'ai des agents qui me préparent des brouillons de réponses à un certain type de mail. Au mail très transactionnel du bootcamp, tu vois, des questions sur le bootcamp. En mode FAQ, mais qui évolue. C'est ça. Et du coup, en fait, il y avait l'IA qui travaillait, mais en off, en fait. Où moi, j'ai pas... Et c'est ça aussi, c'est qu'il y a notre rapport direct à l'IA, et puis il y a l'IA qu'on va mettre en sous-marin, qui trie nos factures, qui prépare des devis, qui fait des brouillons de mails, qui propose des rendez-vous, qui, tu vois, regarde mon agenda. Et ça, du coup, ça a fait que j'ai passé des vacances
plus loin de la technologie que ce que j'aurais dû faire sans l'IA. Ouais, c'est ça qui est cool aussi. Finalement, ça c'est hyper intéressant. Ça veut dire que tu as intégré l'IA dans ta vie en mode quand même plus, très présente, mais elle te permet finalement de justement te déconnecter, plus déconnecter que si elle n'existait pas. Ouais. C'est chouette. Et ça, c'est hyper précieux en fait. Moi, je m'en sers vraiment. Sinon, tu aurais dû traiter plus tes mails pour pas être trop à la bourre. C'est ça. Enfin, on ne doit jamais, on a toujours le choix, mais je veux dire, dans non, mais l'idée, clairement, tu te dis, potentiellement, tu aurais été tenté de checker un peu. Ouais, de checker, et puis de dire, mais je suis solopreneur, si je fais zéro business pendant 2 semaines, que je parle à personne, que je fais rien, que je joue pas LinkedIn, est-ce que je peux me le permettre ? Ben oui, en fait. Parce que derrière, il y a des systèmes qui font le 80-20. Tu vois, je n'ai pas fait des actions en plus, j'ai pas réfléchi à le truc. Mais au moins, tu vois, le filet de sécurité, la base, elle est là. Ouais. Et ça, c'est cool, tu vois, c'est de se dire... moi, quand je me pose la question d'utiliser l'IA, c'est soit pour augmenter quelque chose, soit pour, effectivement, me permettre de déléguer. Ouais. C'est vraiment les 2 usages, tu vois. Ouais. Pour moi, c'est soit j'augmente, et il faut faire attention. Ouais. Et je reprends un peu ce que tu disais... dans le cadre de ce podcast, l'introduction, c'est ne pas déléguer les choses importantes comme sa pensée. En revanche, déléguer le tri des factures, le rapprochement des machins, pas de problème. Et en même temps, c'est tentant à un moment donné de déléguer sa pensée. C'est-à-dire que ça peut être confortable quand tu n'arrives plus à y voir très clair, quand... Clairement. Alors il y a déléguer sa pensée, ou en tout cas la challenger, mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose, c'est ça. On est bien d'accord. C'est pas pareil. Et là-dessus, tu vois, je pense plusieurs choses qui me viennent. C'est déjà, ça nous fait prendre conscience de qu'est-ce qu'on fait avec un but intrinsèque, un motif intrinsèque, et qu'est-ce qu'on fait parce qu'il y a un but extérieur. Et donc, par exemple, si tu as envie de réfléchir, si tu vois, moi je me dis, j'ai envie de réfléchir à la place de l'IA dans notre société, ça n'a aucun sens de demander à ChatGPT de le faire à ma place. Oui. Parce qu'en fait, ce qui m'intéresse, c'est pas le résultat, c'est le chemin de pensée, c'est du coup les lectures que je vais faire, c'est les moments où moi je vais juste me plonger dans l'historique, l'histoire. Enfin, il y a tellement de choses en fait qui m'intéressent de manière intrinsèque. En revanche, si je me dis, je dois faire, je sais pas, un post LinkedIn ou un mail pour convertir des gens, ou une présentation pour faire plaisir à mon boss, que je n'ai pas, mais j'imagine quelqu'un. Et si ça ne m'intéresse pas. C'est sûr que la tentation de déléguer pour briller, parce qu'en fait, le but, c'est pas d'apprendre, c'est pas de transmettre quelque chose, c'est pas d'apporter mes convictions, de bouger les lignes, c'est juste de remplir une tâche. Oui. Et donc, ouais. Mais en même temps, alors là, tu prends un exemple qui est particulier parce que tu parles de réfléchir à la place de l'IA dans nos vies, et du coup, challenger l'IA sur sa propre place. Ça peut être même réfléchir... Mais réfléchir à tout ça, moi, je trouve intéressant. Enfin, moi, perso, régulièrement, je challenge ma pensée. C'est-à-dire que je veux dire, OK, en fait, moi, j'ai cette vision-là, mais est-ce que j'ai des angles morts sur ma vision ? Tu vois, c'est incroyable. Et moi, je trouve que c'est hyper puissant. En gros, c'est mon petit sparring partner que je n'ai pas, ou ma pote que je ne peux pas appeler à ce moment-là, qui, en plus, du coup, sera a priori bon sur le sujet, ce qui n'est pas forcément le cas du plus un avec qui je pourrais en discuter. Tu le fais, mais typiquement sur cette réflexion, parce que ce sujet que tu as choisi en donnant l'exemple de la place de l'IA dans nos vies, est-ce que donc ça, tu ne challenges pas, tu vas pas... Si, ok. Si, et en fait, justement, pour moi, il y a déléguer, et là, t'as même pas... si c'est vraiment juste, je veux déléguer parce que je dois faire cette présentation, je dois rédiger ce mail, je dois faire ce pitch, mais que tu n'es pas connecté avec... Il n'y a pas de limite au-delà de ton intégrité intellectuelle. En fait, si tu dis juste, le but, c'est de remplir la case, très bien. En revanche, se challenger avec l'IA, ça, je pense que c'est... Ce que tu apprends très bien à faire dans ton bootcamp. Ouais, je suis pas là pour faire de la pub, mais moi, je le trouve incroyable. Mais en réalité, parce que justement, je trouve que... Alors, on peut découvrir ça par nous-mêmes, évidemment, mais je trouve que tu apprends justement à faire challenger, à créer avec ces arbres de décision, t'as plein de méthodes, en fait, et ça, je trouve que c'est hyper intéressant. Moi, c'est ça que je trouve le plus fascinant. C'est typiquement, tu disais, les angles morts, demander à quoi j'ai pas pensé, ou tiens, dis-moi pourquoi elle est nulle, challenge là, fais invoquer tel penseur, une philosophe, un machin. Moi, ça, je trouve ça passionnant. Et là où... Donc, il y a cette idée de déléguer ou pas, mais après, challenger, ça, je trouve que c'est... Pour moi, on augmente, là. Il y a déléguer, augmenter. Et augmenter sa pensée et aller encore plus loin. Mais ça, je trouve ça génial. Tu vois, j'ai un copain
qui rédige beaucoup de newsletters, et je lui demandais comment utiliser l'IA pour ça, mon meilleur pote. Et il me dit, parce qu'on se disait, c'est vrai que si tu lui demandes juste de t'écrire ton truc, c'est cata. Ouais, déjà, en fait, on écrit tous la même chose. Ouais, et puis, en fait, tu perds tout le fond quand même. Ouais, non, mais clairement. Donc, toute l'authenticité du truc, quoi. Ouais. Mais il y en a qui le font, tu vois, qui Ouais. vont donner plein d'exemples de précédentes newsletters et dire, voilà, tu connais la tonalité. Mais ta vie devient vide. En fait, tu c'est ça. vides En un fait, peu au ton bout d'un cerveau, quand même, moment, là, j'ai l'impression. À la fin de la journée, tu te dis, qu'est-ce que j'ai fait? Ouais. Et il me disait, non, du coup, moi, je m'en sers pour creuser des concepts. Donc, je vais lui dire, je veux écrire là-dessus, trouve-moi 3 pensées connexes. Au contraire, trouve-moi des théories qui vont antagonistes. Moi, j'ai formé aussi des think tanks, tu vois, de recherche à l'Union européenne, et je leur montrais justement comment tu vas trouver des arguments, contre-arguments, contre-exemples, parce que toute théorie doit pouvoir être falsifiée. Donc ça, l'IA est incroyable là-dessus. On pourrait te trouver le petit truc. Donc, et après, sans aller jusqu'à justement trouver des faits contradictoires, mais juste de la pensée. C'est vrai que moi, le dire quelles sont les zones d'ombre à mon raisonnement, mais à noter quand même qu'il faut lui demander expressément, sinon elle ne le fait pas. Ouais. Spécifiquement ChatGPT, non? Ouais, en plus. Il te brosse quand même pas mal dans le sens du poil. Dans le sens du poil. Mais tous, en fait, ils vont pas te dire, là, ça, c'est pas... En fait, Même si au départ, tu leur demandes un peu, plus ou moins dans tes paramètres, là, d'être hyper critique et tout, moi, je trouve que c'est limité quand même. Je suis d'accord, c'est ce que tu constates. C'est limité. Et en fait, il est vraiment calibré pour rebondir et broder et augmenter. Mais il ne va pas te contredire. Et donc, par exemple, moi, j'ai préparé un atelier IA justement pour le think tank, et je l'ai fait en 3 parties. Donc, je lui dis, c'est bon, j'ai trouvé, je vais leur montrer comment rechercher, analyser, restituer, machin. Donc, on fait, tu vois, pendant 1 heure, je bosse sur les outils IA qui font ça, les prompts, les machins. Puis à un moment, je me dis, mais attends, mais ça va pas. En fait, il manque une 4e partie, je sais plus, collaborer, machin. Et je dis, mais en fait, il faut le faire en 4 parties. Il me dit, oui, ce sera bien mieux, tu vas t'éviter ça. Je dis, pourquoi tu me l'as pas dit? Et j'ai vraiment, tu vois, je vais demander précisément pourquoi tu m'as pas. Ça fait 1 heure qu'on parle de ça, pourquoi tu m'as pas dit que ce serait mieux en 4 parties? Parce que je te demande de m'aider à aller plus loin, pas de juste faire mon périmètre. C'est ça. Et en fait, il m'a dit, parce que moi, j'étais là pour t'aider à bien faire tes 3 parties. Et pas aller faire autrement. Et en fait, c'est ça, c'est que l'IA ne casse pas la structure de ta pensée ou de ton résultat. Il vient se loger dedans et essayer de t'aider. Ça aussi, est-ce que c'est pas une étape? Est-ce qu'à un moment donné, est-ce que c'est pas une étape et à un moment donné, on aura une IA qui te dit qui te permet en fait de faire ce qu'un humain ferait. Alors cela dit, tout humain ne fait pas ça. Ça dépend des raisonnements. Ça reste nos subordonnés, tu vois. Donc potentiellement oui, mais la question c'est est-ce que c'est ce que les humains veulent? Tu vois, et du coup, est-ce que l'IA va faire ça? Parce qu'elle est quand même calibrée pour faire ce qu'on... Donc, en fait, si tu commences à bosser et que l'IA te dit non, c'est pas bien, fais-le en 4 parties, tu peux dire, attends, moi, je t'ai pas demandé ça, je veux le faire. Enfin, en fait, c'est plus... c'est assez fin, en fait. Mais je pense que la chance qu'on a, parce que ça fait un moment qu'on bosse et on a fait nos études sans, etc., c'est que nous, on connaît l'effort cognitif d'accoucher d'une pensée, d'analyser quelque chose, de rechercher, de croiser, d'être démotivé sur la feuille blanche, de procrastiner. Enfin, tu vois, tout ça, l'effort comme ça. Quand, en fait, tu te dis que tu peux générer une présentation qui, en plus, bien foutue, jolie, convaincante, avec des chiffres qui ont l'air plausibles, en 30 secondes, en fait, il y a un truc qui marche pas. Justement, ça fait partie un peu de mes questions, c'est justement qu'est-ce que l'IA change à notre rapport à l'effort intellectuel, tu vois. Nous, comme tu dis, on a eu cette habitude de faire l'effort, donc quand je me rends compte que je me fais vraiment aider sur cet effort, je le sais, je me rends compte justement. C'est-à-dire que je me dis, j'ai ma béquille, c'est à la fois génial, mais enfin, il faut quand même que je continue à bien faire tourner mon cerveau. Alors c'était un truc que je voulais un peu évoquer à la fin, mais on peut en parler maintenant. On a nos enfants en fait qui vont vivre juste complètement avec l'IA. Mais en tout cas, qu'est-ce que pour toi ça change justement à notre rapport à l'effort? Toi, qu'est-ce que tu remarques aussi dans l'utilisation? Que ça demande soit de s'être mis dans justement un but intrinsèque, et donc tu viens faire quelque chose pour toi, donc en fait tu t'es un peu fait des œillères, tu empêches à l'IA de venir trop t'aider parce que c'est pas ça qui t'intéresse.
la plupart des gens, malheureusement, le boulot, c'est je remplis une fonction et je le fais. Et donc, c'est pas un artiste qui fait un truc intrinsèque ou un penseur ou une écrivaine. Donc, on peut pas tous tout le temps se mettre là-dedans. C'est vraiment un travail perso à faire, tu vois, vraiment. Mais pour toi, il y a un risque là-dessus. Il y a un risque. Et tu vois, moi, parfois, je me mets à bosser sur un sujet. Et puis, en fait, je me rends compte que tout ce que j'ai fait du dernier quart d'heure, c'est de dire oui, go, yes. Vas-y, parce qu'en fait, plus comme ci, plus ça, comme voilà. ça. Mais Il me dit, tu veux que je te fasse le PDF et tout? Ok. Tu veux que je puis il y a un truc grisant parce qu'il y a des moments où en fait tu peux avoir envie de produire du jus de cerveau, des moments où tu as moins envie, où tu es fatigué, et en fait quand il te sort un truc un peu canon, et qu'il arrive parfois aussi, parce que après on va parler aussi de la façon un peu de prompter et tout, et de ce qu'elle dit un peu de nous, mais je trouve que tu as quand même une façon de, justement, en fonction de ta façon de présenter, de prompter, de lui demander l'approche, etc., tu vas toi déjà plus ou moins creuser au départ, en fait, le sujet. Clairement. Soit tu arrives en lui disant, vas-y, sors-moi une presse là-dessus, soit tu partages ton point de vue, ta vision, tes questionnements, tes trucs. Et là, d'ailleurs, tu as un truc beaucoup plus riche. Et tu as quand même eu déjà une réflexion. Mais je trouve que dans ces moments-là, oui, c'est grisant parce que tu es potentiellement HS, tu lui demandes de finalement t'aider sur un truc. Et là, il te sort, parfois, il lit ta pensée, il te dit ce que tu n'aurais pas réussi à mettre en mots de cette manière-là. Moi, perso, c'est pas du tout ma force que de mettre en mots. Bah, en fait, du coup, c'est incroyable comme outil. Tu vois, conceptualiser et tout. Moi, je suis dans le faire. Donc, puissant. en fait, si tu veux, là, il me permet d'organiser la pensée. Mais je trouve que, du coup, est-ce qu'on perd pas un peu l'habitude de réfléchir, de chercher, de creuser et même de savoir, d'une certaine manière, tu vois. Parce qu'en fait, en plus, il le dit avec les mots qui en intéressent. Enfin, c'est même plus je lis un article, c'est je lis un texte qui a été rédigé pour moi, avec le champ lexical que j'aime, qui me parle en me disant tu, donc on a un rapport complètement différent à l'information. Et ça, c'est la toute première fois dans l'histoire. Tu ne lis pas un texte qui existait préalable à toi. Tu existes quelque chose qui vient d'être généré pour toi, en fonction de comment tu as créé ta question, donc ton fameux prompt, ou juste rebondir. Et en plus, comme tu disais, ils infèrent tellement de choses. Moi, je m'en sers, par exemple, donc je tourne régulièrement des podcasts, et souvent, je m'en sers pour justement affiner ma pensée. Tu vois, la dernière fois, j'étais en chemin vers un studio de podcast, et en marchant, en fait, j'ai discuté avec ChatGPT, quelque chose dont je parle beaucoup dans le bootcamp. Tu vois, moi, j'aime bien parce que tu es en mouvement, et c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas faire avant l'IA, comme ça, tu vois. Et donc, j'étais là, ok, voilà ce dont on va parler, qu'est-ce que tu penses de ça, machin. Et donc, j'ai ouvert un projet, tu vois, le mode projet dans ChatGPT, sur les podcasts, et donc une conversation sur ce podcast en particulier, mais du coup, il a tout le contexte des précédents, et je lui donne les transcripts, etc. Enfin, tu vois, pendant le podcast, il n'y a pas d'IA, mais en amont et en aval, tu vois. Et donc, on le prépare ensemble, je fais le podcast. Quelques jours après, je demande à l'hôte de m'envoyer l'audio. Comme ça, je génère le transcript. Et j'envoie le transcript à ChatGPT. Et je lui dis, ok, voilà, j'ai fait le podcast, c'était trop cool, on a parlé de ça, on a parlé de ça. Voilà, dis-moi ce que tu en penses. Et puis, fais-moi une analyse, compare-le à mes précédents, par rapport à ce que je disais, tu vois, chez Mathieu Stéphanie, il y a 2 ans. Qu'est-ce qui a évolué, les signaux faibles, quelle est la posture. Enfin, j'ai l'impression d'avoir un DIRCAB. C'est magique. Et donc, je lui donne juste l'écrit, puisque de toute façon, il ne peut pas analyser l'audio. Et donc, il me fait son truc. Bon, il me brosse un peu dans le sens du poil. Donc, je dis, non, mais vas-y, dis-moi là, tout ce que j'ai mal fait, tu vois. Vas-y, là. Je veux progresser. Justement, c'est là que c'est intéressant. Je veux progresser. C'est pas juste... non, c'est pas pour... C'est ça, c'est je veux progresser. Dis-moi les lacunes, les choses, etc. Et il me dit, ok, tu parles vite. Je dis, pourquoi tu dis que je parle vite? Je t'ai envoyé un écrit. Arrête, de quoi qu'est-ce que tu fais? Il me dit, mais Marjo, tu crois que tu vas m'avoir, mais en fait, je vais t'expliquer pourquoi je sais que tu parles vite. Parce que chaque phrase apporte un nouveau concept et tu ne reboucles pas. Il n'y a pas des moments où tu dis... et donc voilà, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, l'IA peut faire un DIRCAB. Tu ne conclus pas avant de passer à une autre idée. Idée. Et donc, il me dit... Il y a un peu de jargon, c'est cool pour les gens qui sont déjà dans le monde de l'IA, mais en fait, tu peux en perdre certains. Et comme tu vas très vite, il m'a en gros expliqué comment, avec un texte écrit, il connaît le débit de parole. Et là, je me suis dit, ok, c'est quand même très, très puissant.
Et d'où, dans le bootcamp, tu sais, je partageais beaucoup de prompts d'introspection, etc. Même, tu vois, que sais-tu sur moi que je ne sais pas moi-même, basé sur nos interactions précédentes. Et en fait, en fonction du champ lexical, de la façon dont tu vas poser tes questions, dans ton degré d'ouverture, Après, finalement, il définit une personne. Il y a ce qu'il a analysé dans le texte, mais il a aussi ta personnalité au global. Et en fait, à partir du moment où tes pensées vont quand même vite, généralement, tu n'es pas lent dans ta vie. Enfin, je sais pas, c'est peut-être aussi ça. Oui, non, mais c'est ça. Ouais. Mais en tout cas, ça m'a montré à quel point, juste avec les mots et la façon dont on les organise et on les choisit, il est capable déjà d'inférer énormément. Ouais. Et si je fais un petit retour en arrière, moi, je me demande ce qui t'a amené, toi, à t'intéresser à l'IA. Parce que moi, ce que j'ai ressenti, c'est que t'as une vision, certes très technique, mais aussi très posée, presque philosophique. Et peut-être parce que j'ai 2-3 petits éléments de parcours, mais je me demande si c'est pas une bascule intérieure à un moment donné qui a amené ce rapport-là. Ouais. Enfin, qu'est-ce qui t'a amené à l'IA? C'est une belle question. En fait, moi, ma première aventure entrepreneuriale, c'était Jam, qui a duré 10 ans, tu vois, que j'ai monté sur les bancs de l'école, donc de 21 ans à mes 31 ans. J'ai cédé il y a quelques années pour faire le vide, prendre le temps et repartir sur autre chose. Et Jam, c'était le premier chatbot français. Donc, tu vois, on était dans Facebook, tu vois, chez Meta, dans Facebook Messenger. Ça a été une aventure incroyable. Moi, j'étais avec un associé technique. Pour le coup, moi, je sais pas coder, je sais pas écrire une ligne de code. Donc, je m'intéresse à la technique, mais je ne suis pas technique. Et les premières années de ma boîte, c'était plutôt une appli, une plateforme pour que les élèves se partagent des bons plans au sein de l'école, au sein du campus. Et petit à petit, on a pivoté en se disant, en fait, c'est avec la conversation qu'on va aider les étudiants dans leur quotidien. En fait, à un moment, on s'est rendu compte, ça fait 1 an qu'on est sur l'app, ça décolle pas, on va faire venir des utilisateurs et voir comment on peut les aider. Et le premier qui a vraiment fait le point de bascule, c'était un certain Jean-Claude qui nous a dit moi, je cherche une salle de sport qui fait du Krav Maga dans le 18e près de chez moi, puis je veux un cadeau pour ma copine et je veux machin. Et donc, me mets pas une énième appli entre les mains, me fais pas un réseau social de je sais pas quoi. Est-ce que tu es capable de m'aider à le trouver? Et en fait, on s'est dit, OK, Jean-Claude, donne-nous ton numéro et on revient vers toi. Et puis, petit à petit, en fait, c'est passé d'un numéro de téléphone à Messenger. Et puis, au début, c'était des humains qui répondaient. Puis après, il y a eu des algos. Et donc, en fait, je suis tombée dans la marmite de l'IA, on va dire. Mais sans t'en rendre compte, en fait. Sans m'en rendre compte. En fait, juste, donc c'était en 2015, donc il y a un peu plus de 10 ans déjà là maintenant. 2015, les débuts de Jam. Et en fait, c'était pour répondre à un besoin, pour répondre à des vrais utilisateurs dont je peux te citer les noms avec leurs problématiques. Et on s'est dit, en fait, c'est l'IA qui va nous aider à faire le meilleur produit. En tout cas, à faire à haute échelle ce qu'on fait déjà nous en tant qu'humains. Donc, je te cherche un appart, je te cherche un petit job, je cherche un bar, je cherche un stage. Et Google ne suffit pas. Google ne suffit pas du tout. Tu as besoin de quelque chose de personnalisé, tu as besoin de soutien, tu as besoin de quelque chose qui connaît ton historique. Qui lit un certain nombre de Exactement. demandes. Et en fait, petit à petit, on a créé notre propre back-office, tu as notre propre plateforme boostée à l'IA, avec des algos qui font la reconnaissance de mots-clés, de la recherche, du tri, la génération de messages. C'était vraiment les prémices. Et c'est comme ça qu'on a fait nos premières levées de fonds, que beaucoup d'investisseurs sont intéressés à nous, parce qu'on était parmi les premiers en France à faire de l'IA très concrète comme ça. Pas de la recherche fondamentale, évidemment, mais ultra concrète. Et je me suis retrouvée sur la scène de Facebook en Californie, au F8, pas loin de Zuckerberg, pour raconter, voilà, on est les Français de l'IA, tu vois. À 25 ans. Ouais, écoute, c'était... c'est génial. Enfin, c'était génial, c'était grisant, c'était intense. Ouais, on n'est pas prêt pour ça aussi. Hein. Je pense que c'est pour ça aussi qu'après, j'ai eu besoin de souffler. Quand j'ai écouté ton histoire, je me suis beaucoup reconnue après la session de la boîte. Je pense que tu rentres dans un espèce de rouleau compresseur dans lequel tu es très content de rentrer, mais qui, en fait, te compresse. Et tu t'en rends presque pas compte. Tu vois, c'est quand ça s'arrête que tu fais wow. Tu te dis, attends, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas normal, en fait. C'est pas, tout le monde ne vit pas ça. Mais tu t'en rends pas compte. Et moi, il y a eu un enchaînement entre le confinement, où d'un coup, tu te retrouves chez toi, et t'entends tes pensées. Attends, normalement, j'ai 8 rendez-vous à droite à gauche dans Paris tous les jours. Donc,
voilà, beaucoup de choses ont fait. Et donc, peut-être, tu vois, tu décris et c'est très juste, très beau, je trouve, ce point de bascule, que ce côté technique et philosophique, c'est qu'en fait, je suis arrivée par la technique et l'usage, en tout cas. L'usage très concret, le produit, répondre à des utilisateurs, répondre à un besoin, scaler une équipe. J'ai quand même recruté 10 développeurs à un moment. Je me retrouvais à faire ça alors que je ne suis pas tech. Mais une passion, tu vois, notre vision quand on levait des fonds, c'était supprimer l'interface entre l'humain et la machine. Et c'était, tu vois, vraiment se dire, la plus belle interface, finalement, c'est pas d'interface, c'est le langage humain, c'est pas des boutons, des clics, des machins. Et donc, tout ce qu'on peut faire pour supprimer l'interface entre la technologie et l'humain peut être... donc ça, c'était notre vision à grande échelle. Et puis, une fois que j'en suis ressortie en disant « Ouf, attends, là, c'est bon, Jam, c'est fini. J'ai cédé le bébé. Maintenant, je vais aller me mettre sur une plage ou sur un moulin à côté de Paris dont on parlait tout à l'heure. Et je vais me reposer, puis je vais couper du bois et me balader en forêt. » Petit à petit, tu vois, je me suis laissée aussi l'opportunité de nourrir cette autre voix en fait, en moi et cette envie de penser le monde de manière générale et pas juste la technologie et le quotidien. Et je pense que petit à petit, j'ai commencé à m'exprimer sur le sujet. J'avais pas du tout imaginé, si tu veux, la première fois qu'on m'a proposé une conf, j'étais au fin fond de la jungle au Costa Rica. Et on m'a dit... De manière déconnectée, quoi. De manière totalement déconnectée, presque. Et en fait, on m'a dit, je reçois un message... oui, c'était une de mes agents avant, parce que ça fait des confs sur l'IA, j'en fais depuis 10 ans, tu vois. Et pour moi, c'était derrière moi tout ça. Et je disais toujours, je veux pas tirer le fil de ce que j'ai créé à 21 ans dans ma vie jusqu'à mes, je sais pas quel âge. Je veux vraiment une rupture et on verra. Je veux ouvrir le champ des possibles. Et finalement, ChatGPT sort en novembre 2022, qui correspond, tu vois, à peu près au moment où, un an après que j'ai vendu ma boîte. Et là, on me dit, attends, tu peux venir en parler, justement, avec parce que toi, tu connais déjà le sujet, alors que nous, on découvre. Voilà, et parce que ça fait un moment que tu bosses sur ça. Le grand public découvre à ce moment-là. Exactement. Et donc, je pense que moi, j'avais presque même un regard désabusé sur le sujet, en me disant, OK, c'est quoi ce truc ? C'est la vision en fait qu'on avait imaginée, mais moi j'ai réfléchi à toutes les limites, pas toutes, mais en tout cas à plein de limites que ça peut avoir. J'arrive un peu sceptique presque, et en même temps fascinée. Donc tu sais, un peu et pas juste, attends, c'est quoi ça ? Donc j'arrivais déjà avec un peu d'intuition sur le sujet. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est, comme je disais, on est obligé de cultiver une pensée nuancée. Mais je pense aujourd'hui, dans notre monde, sur tout, on peut plus se contenter. Voilà, moi, c'est ça, c'est comme ça. Et donc, l'IA, je trouve qu'elle révèle tellement de notre humanité aujourd'hui et des questions qu'on se pose et de, voilà, qu'est-ce qu'on a envie de déléguer, qu'est-ce qu'on a envie de... En fait, quand tu commences à regarder avec ce prisme, tout prend tellement de sens, tu vois. Je regardais encore une vidéo YouTube de Veille IA hier et qui disait j'ai fait ça et ça m'a fait gagner 3 jours de travail. Et en fait, tu vois, aujourd'hui, je me dis OK, mais pourquoi on veut gagner 3 jours de travail ? En fait, tu vas en faire quoi de ces 3 jours ? Tu vas aller passer du temps avec tes enfants, tu vas aller marcher, ou tu vas faire 3 autres jours de travail sur autre chose, en fait. Et du coup, le but, c'est d'aller plus vite. Et tu les as gagnés, ces jours de travail. Mais du coup, c'est qui a fait ce travail et qu'est-ce que ça t'a apporté intrinsèquement avant de faire ce travail ? Et qu'est-ce que ça fait au temps humain quand avant, il fallait 3 jours pour faire de la recherche utilisateur sur un sujet avant d'accoucher d'une proposition de problématique ou d'interface. Si ça t'a pris 3 minutes ou 3 heures, qu'est-ce que tu n'as pas ressenti ? Qu'est-ce que tu n'as pas fait ? Qu'est-ce que tu as délégué ? Et en fait, et en même temps, trop intéressant de se dire, avant, on prenait tout ce temps-là, donc du coup, est-ce qu'on va bosser moins ? Est-ce qu'on va... Et tu vois, je me dis... on a de la chance, toi, moi, ou peut-être d'autres qui nous écoutent, qui sommes indépendants et on travaille sur ce qui nous intéresse, tu vois, que ce soit dirigeant, indépendant, peu importe. Mais si ta boss ou ton boss arrive et te dit tu vas me faire 10 visuels, alors qu'avant, tu avais, tu vois, en 2 heures, alors qu'avant, tu avais une journée pour en faire un, c'est pas le même plaisir. C'est clair que c'est intéressant pour la
la structure d'avoir 10 visuels. Oui, tu as une mais performance et une rentabilité sur le truc. C'est ça qui est pas... Et peut-être qu'avant, on devait dire, bah non, je peux pas te faire 10 visuels parce que regarde, il faut faire ça. Et maintenant, bah, si. Et puis en plus, il y a tellement de fantasmes aussi sur l'IA. Si, j'ai vu sur LinkedIn, il y a une boîte qui fait ça, alors toi, tu me fais pareil, et machin. Donc c'est... Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est ces fantasmes, ces peurs qui se mélangent. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, l'impression que j'ai, c'est que finalement, toi, ton rapport à l'IA aujourd'hui, il s'est construit notamment au moment où tu as repoussé d'une certaine manière, finalement, du pro, parce que vendre de la boîte, j'imagine, un peu de fatigue quand même, besoin de couper, etc. Et du coup, en repoussant le pro, est-ce que c'est aussi la notion de réussite, de performance? Parce que pour moi, l'IA, c'est notamment performance, c'est aller chercher efficacité. Alors, pas que. Hein. Je pense que c'est vu quand même comme réponse rapide et juste, efficacité, performance, etc. Et finalement, toi, ton rapport, il tourne autour de... il a peut-être basculé au moment où tu as revu le rapport à la performance, à la réussite. Je sais pas. C'est ça, mais c'est ça. Et c'est toujours en questionnement. C'est ce que tu dis, c'est que tu n'as pas la réponse. Mais moi, je trouve ça assez fascinant, finalement. Parce qu'il y a ces peurs, il y a, on va remplacer des humains. C'est ce qu'on... ça fait toujours peur. Ce que je comprends aussi, c'est qu'en fait, non, je pense qu'on peut surtout se concentrer sur des choses sur lesquelles on a de la valeur ajoutée, sur lesquelles on kiffe, quoi. Tout est très lié. Moi, je suis pareil, tu vois. Je suis fascinée. Je n'ai pas spécialement peur. Il y a des choses sur lesquelles je trouve qu'il faut savoir, par contre, rester chef d'orchestre. Voilà. Mais je trouve que c'est... toi-même qui, pour le coup, évolue sur cet univers et dans ces réflexions-là, tu oscilles entre... c'est incroyable, mais attention, quoi. Oui, c'est ça, mais comme tout. Au risque de me répéter, et il n'y a pas de solution miracle. Et tu vois, on pourrait se poser la question sur Internet. Hier, je voyais mes parents, on leur posait la question avec ma copine, avec Émilie. Émilie leur disait, mais est-ce que vous auriez préféré qu'il n'y ait pas Internet? Ils ont une 60aine d'années, mes parents. Tous les deux, ils ont répondu non. Et on dit, nous, c'est génial. Regarde, tu vois, là, je fais du jardinage, je pose la question de ça, puis je vais écouter telle musique. Et eux, ils ont connu la vie sans. Donc, en fait, tu vois, et on disait, ah, ok. Et après, on a dit, mais en fait, vous pâtissez moins aussi des aspects négatifs d'Internet parce que ça n'a pas changé vos liens avec vos amis, vous avez moins d'addiction, vous n'avez pas Instagram, vous avez pas... Et donc, c'est beaucoup plus nuancé. Après, là aussi, tu vois, si on part sur les réseaux sociaux, moi, j'entends toujours dire, oui, mais Instagram, les réseaux sociaux, de manière générale, te coupent des gens. Moi, j'ai pas du tout le sentiment. En fait, au contraire, il y a des rencontres comme la nôtre qui se font via les réseaux sociaux. Il y a des personnes de mon entourage, moi, personnel, avec qui je garde un lien que j'aurais peut-être un peu moins parce que tu suis un peu ce qui se passe. Alors, oui, mais c'est quoi ce lien? En fait, c'est des liens faibles qui sont super importants. Donc, tout est à nuancer. Non, mais tout est à nuancer. Et puis, ça dépend de l'utilisation qu'on en a, je trouve, et du rapport qu'on en a, en fait. Mais je pense qu'on est dans un monde où on a envie d'avoir la pilule magique, tu vois. On a envie de se dire, ah, c'était ça. Ah, c'est bon, c'était ça. Que ce soit à l'échelle sociétale, ou à l'échelle individuelle, ou d'une entreprise, on a un peu le aha moment, on cherche tous le... Ah, mais c'est bon, en fait. Non, je ne pense pas qu'il arrivera. Et donc... Et en tout cas, l'IA, c'est beaucoup plus complexe. Mais ce que tu disais, ça me fait penser à quelque chose de... Moi, donc, je sais pas, je crois que mon TED Talk sur l'IA, c'était en 2016, sur l'IA, notre responsabilité collective, ça s'appelait. J'avais 25 ans, et avec Jam, et je me posais des questions. Et donc, ça fait un moment... Et je contextualise pour dire aussi que du coup, l'IA n'était pas arrivée vraiment en entreprise. Et donc, quand je parlais aux gens de réfléchir à l'IA, c'était un peu, c'est la petite nana qui vient nous parler. Ça paraissait très loin, en fait. Ok, elle a l'air de faire un truc avec l'IA, mais bon. Et donc, c'était prospectif, c'était marrant, tu vois, c'était un peu sympa en entreprise et tout. Mais en tout cas, je voyais quand même que les gens se disaient, est-ce que ça va nous prendre notre job? Est-ce que c'est bon? Mais c'était que des questions, parce qu'on ne voyait pas ce que ça allait faire, mais on se disait, qu'est-ce qui va se passer? Et moi, j'ai jamais compris en fait ce truc de ça va nous prendre notre job. Surtout à cette époque-là, je comprenais pas du tout. Et en fait, je lisais quelque chose il y a l'année dernière qui a mis des mots en fait sur cette pensée, sur cette question. C'était si tu te vois comme un outil et qui remplit certaines tâches, certaines fonctions,
Alors oui, tu peux être remplacé par un autre outil plus performant, plus efficace, moins cher. Si tu te vois comme quelqu'un qui résout des problèmes, et des problèmes, il y en a bien assez dans le monde. Et c'est paraphraser des choses que je transmets depuis un moment dans mes interventions, etc. Mais attendez, du travail, je sais pas, regardez l'état du monde, il y en a bien assez pour tout le monde, il y a bien assez de choses malheureusement, en fait, à aller régler, à adresser, à apporter de l'amour sur des choses. Enfin, on n'en manque pas. Donc, je ne comprends pas comment on peut à la fois avoir un discours qui est le monde va mal, on a plus de défis qu'on pourrait adresser, et l'IA va prendre notre job. C'est deux pensées qui, pour moi, ne peuvent pas coexister. Et je ne comprenais pas pourquoi, dans la tête des gens, c'était OK de dire le monde va mal, et en plus, je peux perdre mon job. Et donc, en voyant cette phrase, c'est Dan Coe, un penseur, entrepreneur américain que j'aime bien, qui disait ça, et j'étais là, waouh, c'est ça que je ressens, c'est qu'en fait, si on considère que notre passage sur Terre peut aussi être vu comme je suis un outil qui remplit une fonction au sein de l'entreprise, et donc si on trouve un meilleur outil, j'ai plus de travail. Ouais, j'ai compris pourquoi on peut avoir de l'IA. Mais c'est l'IA l'outil, en fait. Ouais, exactement. L'IA, c'est l'outil, et nous, on doit le mettre à un endroit. Et surtout, en tant qu'entrepreneur ou entreprenant, sans avoir à être entrepreneur par statut, tu vois, en fait, tu cherches juste à améliorer des choses, améliorer le quotidien des gens, améliorer un bout de la société, améliorer... Et donc, l'IA, très bien si elle peut t'aider à le faire. Et donc, voilà, il y a un peu ce côté... Mais ça, c'est la peur de l'inconnu. En fait, est-ce qu'il Oui, n'y a pas eu... Enfin, ça. il y a certainement eu, nous on l'a pas ressenti parce qu'on était certainement trop petites, enfin, même c'était bien avant, mais l'arrivée de certaines machines, de certains robots. Enfin, tu vois, attention, oh là là, je vais prendre un truc débile, mais la caisse automatique, oh là là, il n'y aura plus de caissière, quoi. Bon, oui, mais en fait, il y a des choses qui vont évoluer. Mais en fait, à chaque fois, il y a une crainte. Mais c'est peut-être aussi un manque de vision, non? Enfin, d'ouverture, d'esprit, tu vois. Ouais, et je pense que parfois on n'a pas le luxe de cultiver sa vision, etc. Parce qu'on est là, attends, mon job c'est ça, le job de ma pote c'est ça. On a certainement aussi cette chance de pouvoir prendre ce recul-là. Ouais. Et effectivement, tu vois, je me souviens d'une discussion en famille justement sur les caisses automatiques et les caissières, et j'avais dit à ma tante, mais est-ce que tu penses qu'il y a quelqu'un qui est né pour être caissière? Je dis pas que c'est pas OK, mais c'est juste, est-ce que tu penses que... Enfin, c'est pas aussi mathématique, c'est pas un rond dans le rond, les caissières, du coup, elle doit être caissière. C'est qu'en fait, si elle n'est pas caissière, parce qu'on a... Et elle est caissière parce qu'on a besoin de payer ses courses. Mais si on n'a plus besoin d'humains pour payer ses courses, du coup, au-delà de la responsabilité individuelle, il y a quand même une responsabilité politique qu'on peut pas nier. C'est que si d'un coup on se dit, c'est des gains de productivité, et donc, on n'a plus besoin de ces gens-là. Et en fait, on crée une société à deux vitesses avec une classe pensante, créatrice, possédante et des gens qui ne sont plus utiles. Parce qu'au moins, si tout le monde doit être utile parce que la force de travail, il est chez l'humain... Oui, mais le besoin va évoluer, c'est ce que tu dis avec les caissières. Si on n'a plus besoin de payer ses courses, ou en tout cas plus de la même manière, effectivement, on n'a plus ce besoin-là, mais il y a un autre besoin qui arrive, en fait. Non, mais clairement. Enfin, je sais pas, alors peut-être que j'ai une vision très simpliste du truc, mais... Moi, je pense, mais je pense aussi que, encore une fois, on comprend aussi et qu'il y a aussi, en tout cas, à minima, besoin d'éducation et de permettre d'apprendre et de changer ses compétences et de démystifier aussi, d'enlever la peur de l'inconnu, du changement. On est en train de vivre une révolution en temps réel de notre vivant et on n'était pas prêt. Et puis cette révolution est extrêmement rapide. Enfin, ça, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire que ChatGPT 2022. Enfin, tu vois, quand tu redis ça, je me dis en fait, c'est là, quoi. C'est vraiment hier. Et aujourd'hui, c'est une omniprésence. Alors, pas pour tout le monde. Oui, vrai sujet. C'est-à-dire qu'on est dans une utilisation quotidienne évidente. J'ai échangé il n'y a pas très longtemps avec une copine. Je ne citerai pas sa boîte. Chouette boîte quand même, tu vois, connue vraiment, je pense, de tous. Elle me disait ah non, mais nous, on commence en fait. On vient de se dire qu'il fallait qu'on forme les équipes parce qu'en fait, on se rend compte. Et elle a sollicité un moment d'échange en me disant mais toi, tu utilises comment l'IA et tout. Et bon, très bien, moi, j'ai pas beaucoup de... Enfin, j'ai des choses à partager, mais à mon micro-niveau, tu vois. Mais en fait, je me suis rendu compte que c'était pas une évidence parce que pour le coup, c'était pas dans cette boîte-là, en tout cas, c'était pas...
Je pense que le management n'avait pas cette Non, mais c'est ça. utilisation Ouais. et du coup, c'était pas infusé. Après, c'est pas forcément en entreprise que tu apprends à t'en servir et que tu l'intègres, si tu veux. Mais en fait, j'ai halluciné. C'est-à-dire que Ah je me ouais, suis dit, non. et pourtant, c'est une boîte avec des gens quand même globalement assez jeunes, parce qu'on peut se dire qu'il y a aussi des questions de Ouais, génération mais pas que. pour adopter. Mais Non, en fait, pas du pas tout. du tout. Non, non, moi je vois dans mon bootcamp les gens qui s'éclatent le plus et qui, c'est, tu vois, 30, 40 ans, 50 ans, Ouais, enfin la cinquantaine, ouais, qui se disent justement, bah, j'ai, tu vois, j'ai mordu la poussière, j'ai fait des Excel, des PowerPoint, ouais, j'ai rédigé des longs mails, des courriers, des machins, des trucs. Waouh, il y a quelque chose qui vient m'aider à le faire. Je ouais, mesure la valeur, ouais. je mesure Oui, la parce qu'ils ont discussion, fait avant et je du coup. mesure, tu vois, et en fait, du coup, qui en tire le plus parti. Je Ouais. pense que c'est plus dur aujourd'hui d'utiliser l'IA quand tu as 20 ans que quand tu en as 40. Ah, tu penses? Pourquoi? Parce que quand tu as 20 ans, en fait, tu connais que ça. Enfin, soit T'as pas le recul, en tout t'as pas cas. le recul et Hmm. tu l'as peut-être un peu utilisé à la fin de tes études, et puis en fait, tu vois, si on prend un exemple très concret, PowerPoint, Mm. tous et toutes, malheureusement, connus, Keynote ou PowerPoint, tu ouvres, tu sais, mettez votre titre ici, tu es là, oh non, Ouais. qu'est-ce que je dois faire, le masque, le machin. Mais du coup, tu sais qu'en fait, ce que tu es en train de faire sur un PowerPoint, c'est tu ouvres des slides, mais en fait, si tu réfléchis même avec un pas de recul, tu ouvres des pages blanches d'un certain format et tu vas pouvoir les aligner et ça va faire une histoire et ça va faire une démonstration et tu vas avoir des moments de respiration, tu vas avoir des parties, tu vas avoir du texte, tu comprends en fait ce que tu es Mm. en train de faire. Si tu as commencé à faire des PowerPoints, donc on n'appelle même plus ça maintenant, mais des présentations sur Gamma, par exemple, un outil dont je parle beaucoup dans le bootcamp, GA2MA qui permet de faire des slides très rapidement. Euh, T'imagines, enfin, si tu as connu que ça, imagine ton premier PowerPoint, c'est fait là-dessus. Bah, en fait, je pense qu'on peut même pas imaginer Non. ce que c'est en fait. Non, mais en fait, effectivement, tu n'as déjà pas la conscience de l'intérêt du Truc, truc. Ouais, et ouais, en plus tu dis ça ouais, se fait tout seul, et en ouais. plus, est-ce que tu as créé l'info et tu l'as mis en forme, ou est-ce que tu as juste prompté et l'info s'est mis en forme? Et puis surtout, du coup, est-ce que tu sais prompter correctement pour faire ça si finalement tu ne l'as jamais fait toi-même? Exactement, Parce qu'en exactement. réalité, Tu sais tu pas à l'as quoi ça dit, sert. tu sais qu'un PowerPoint, ça sert à créer entre guillemets une histoire. Il faut qu'il y ait un déroulé, il faut qu'il y ait. Enfin, tu parlais de ces moments de respiration, Est-ce que etc. ça va être lu? Est-ce que ça va être écouté? Ouais. Est-ce que quelqu'un va présenter, va parler dessus? Et comment justement on fait, du coup, pour utiliser l'IA intelligemment, sans se faire aussi avaler par l'IA? Enfin, tu vois, euh, quelle posture intellectuelle faut-il avoir pour bien prompter? Alors, je ne Non, demande non, pas là pas l'art du rentrer. prompt Ouais, ouais, ouais. que tu décris très très bien, mais tu vois, parce que ouais, enfin, comment se positionner justement pour non seulement pas se faire avaler, mais bien l'utiliser justement. Est-ce que l'expérience vécue sur un truc que tu vas déléguer est nécessaire? Ben, je pense Oui. que oui. Ouais. En tout cas, que ça apporte beaucoup parce que tu comprends la finalité de ce que tu fais. Et en même temps, c'est quand même hyper intéressant de pouvoir t'en servir pour un truc que tu ne sais pas faire. Oui, C'est ta oui, meilleure aide sur conseiller. un sujet. Bah, je sais pas, les mecs qui savent pas coder, qui arrivent à Ah faire bah, un clairement. site, Ouais. c'est Ah bah, c'est ouais. incroyable. Oui. Du coup, ça veut dire quoi? Enfin, on se doute bien que du coup, si tu ne sais pas coder, tu feras un petit site, alors que le mec qui sait coder, il va évidemment beaucoup plus loin et qu'il a Clairement. des fonctionnalités qui sont autres. Mais ouais, Mais en c'est tout quoi cas, la pour bonne posture? prototyper, tu vois, je trouve Ouais. que ce que je trouve magique avec l'IA, alors je prends un petit pas de côté par rapport à ta question, on en Ouais. reviendra, mais enfin, aussi ma façon de répondre, ce que je trouve magique, c'est que le 0 à 1, tu vois, le test de n'importe quoi devient ultra simple. La barrière à l'entrée, et du coup, ça révolutionne totalement notre monde, parce que, en fait, aujourd'hui, tout le monde peut être bon, va commencer à tester, à voir si ça lui plaît, sur n'importe quel sujet. Et donc, c'est pas la barrière à l'entrée de non, mais j'ai pas fait 5 ans d'études sur tel sujet ou 10 ans d'études, j'ai pas les connaissances, j'ai pas l'argent, j'ai pas. Tu peux créer un mini-site, tu peux tester ton offre, tu peux encaisser tes premiers clients, tu peux comprendre quelque chose sur la robotique, tu peux comprendre quelque chose sur le hi-fi. Enfin, tu vois, je regarde là dans l'appart, tu veux apprendre à mixer, ben ok, tu vas comprendre les principes de base, etc. Tu veux comprendre, enfin, tu vois, en fait, n'importe quel, même le design d'intérieur. Alors attends, comment ça marche, les bases, les Quels sont machins. les codes? Voilà, Quels sont pas... tu t'envoies une Tu peux photo, tester. tu poses une question, et en fait, tout le monde peut être. Voilà, et il y a quelqu'un qui disait aujourd'hui, le prédicteur, enfin en tout cas ce qui va prédire ton succès et ton épanouissement,
C'est pas ton argent, tes connaissances, ton réseau, c'est ta motivation et ta détermination. Je dirais ton élan. Tu vois. Et en fait, parce que l'IA, si tu as envie, tu peux vraiment en faire beaucoup de choses. Donc, je trouve que ça tourne la table d'une façon... Mais ça pose des questions aussi, parce que parfois, elle se trompe, parfois, elle va te donner des banalités, parfois, tu as l'illusion de la connaissance. Donc, je pense que... Oui, pas oublier de challenger. De challenger aussi ce que ça te dit. Ouais. Mais bon, ça, c'est quand c'est de la connaissance. Mais quand c'est la réflexion, oui. c'est autre chose. Mais en même temps... Mais il faut garder l'esprit critique, parce qu'il peut t'emmener dans une direction. Et moi, tu vois, ça m'est arrivé avec des personnes proches qui me partagent une réflexion qu'ils ont eue avec ChatGPT. Ils me disent, ah ouais, bah, tu vois, j'ai parlé de ce schéma intérieur que j'ai, cognitif. Tu vois, je fais souvent ça, machin. Et bah, c'était trop bien, parce que là, j'ai discuté pendant 1 heure avec ChatGPT. Et il m'a dit que, en fait, c'était complètement normal, parce que machin, parce que nanana. Et je me sens beaucoup mieux. Et je te jure, j'ai eu le... Oui, comment te dire que attention aussi, parce que ça te renforce quand même dans tes pensées, dans tes mécanismes, et il va pas te dire bah ouais, t'es un cassos, quoi. Donc après, je trouve que, enfin, c'est un test que j'ai fait il y a pas très longtemps, mais je trouve que tu lui demandes quand même justement de regarder les angles morts, d'avoir un esprit critique, etc. Là, ça il te tout. pointe quand même 2-3 trucs du doigt, ça peut faire un peu mal. Hein. Ah oui, mais en fait, c'est la petite phrase et ça change tout. Et du coup, j'ai dit à la personne en question, pour un exemple très concret, je dis... Et j'ai fait attention aussi à mes mots, parce que c'était un sujet complexe et touchy, et j'ai dit après ce serait cool aussi de lui demander tu vois les angles morts, les zones d'ombre, parce que je pense qu'il y a aussi le point de vue mais donc c'est bien, en fait, c'est important de lui demander ça. Et j'ai un exemple marrant, j'ai une pote qui nous raconte qu'elle a envoyé des captures d'écran d'une conversation WhatsApp avec un mec qu'elle voyait, qu'elle a vu quelques mois. Ils se sont séparés. Elle était trop vénère. Elle trouvait que vraiment il était hyper toxique, machin. Et donc elle a envoyé les captures d'écran à ChatGPT en disant pointe tous les comportements toxiques. Et donc ChatGPT répond. Elle dit non, mais pas les miens. Pas en bleu ou en vert ou je sais pas quoi. Genre l'autre à gauche. Moi je veux pas savoir. Mais en fait, parce que cette fois-ci, il avait pas le contexte pour savoir qui était qui. Et donc il a dit, ça c'est pas ok, ça c'est limite, ça c'est machin, ça c'est border. Et en fait, si elle avait commencé la conversation en disant, oui, voilà, avec l'ex, nanana, donc lui c'est sur la conversation de gauche, ou voilà les messages que je lui ai envoyés, enfin il aurait compris, et il aurait eu une toute autre lecture. Et du coup, c'était hyper drôle, parce que, en fait, si tu dis pas à ChatGPT, tiens, c'est le fameux, j'ai une question hypothétique pour un ami, parce que tu as envie aussi d'avoir une réponse moins biaisée, et là c'est un peu ça, tu vois. Mais la façon de prompter dit quand même beaucoup de nous, non ? Mais totalement. Et ce que tu dis, c'est marrant. Hier soir, je discutais avec une copine qui me parlait d'une de ses potes qui encore des histoires de cœur, mais qui, pour le coup, a effectivement un mec assez toxique qui est parti, bref, et elle devait lui justement se faire aider. Elle voulait se faire aider pour une réponse, parce qu'en fait, elle n'arrive pas à se détacher. Et ma pote me dit, mais en fait, elle a demandé un truc à ChatGPT, elle a eu une réponse mais molle et machin, mais juste parce que le truc n'était pas clair, elle n'est elle-même pas claire sur sa volonté, donc forcément sa réponse. Et donc elle me dit, en fait, du coup, l'aide n'était pas la bonne, mais parce qu'elle-même n'est pas claire. Mais en fait, ça dit quand même, je trouve que oui, ta façon de prompter dit quand même beaucoup de choses de toi, de ce que tu viens justement chercher avec ton IA, de ta posture, pas que face à l'IA, mais juste face au sujet quand même. Et nous, à tel point que avec Émilie, avec ma copine, quand on a des sujets un peu de tension, de discorde, etc., et qu'on veut montrer argument d'autorité, enfin, regarde, j'en ai parlé avec ChatGPT, montre-moi ton prompt. Jamais plus je lui enverrai une réponse sans lui avoir montré la question. L'honnêteté intellectuelle, c'est de dire, et tout commence, et limite, en fait, c'est le seul truc vraiment important. C'est comment j'ai formulé la question. Et c'est ça que je trouve magique. C'est en fait, je ne peux plus aller lui dire... Ce qui nécessite un brin d'intelligence quand même, de prise de recul. Enfin, ce qu'on est en train de se dire, c'est que finalement, on est obligé d'avoir quand même une vision plutôt claire d'une situation. Pour bien servir en tout cas de l'outil, on doit avoir quand même un certain nombre de... soit compétents... Enfin non. Oui et non, tu disais en gros sans compétences. Et c'est juste sans compétences, on peut faire plein de choses. Oui, et mais ce ne sera pas la même ce sera pas même niveau. Ce sera pas même niveau. Ce sera... Sauf que tu ne t'en rendras pas compte. C'est ça qui est difficile. C'est qu'en fait, l'IA, elle ne va pas te dire là, t'es bof, tu vois.
Et moi, j'ai coaché des gens avec qui on a utilisé ChatGPT en live ensemble, qui me pitchent par exemple une idée. Je me dis, bon, l'idée, c'est pas terrible, le truc, il est pas. On l'envoie à ChatGPT. Ah, c'est une super idée, machin. Je suis là, ah, waouh. Parce qu'en fait, quand tu parles, parce que toi, ton idée est super, tu te rends pas compte qu'il te dit que c'est une super idée, mais que c'est pas forcément une super idée. Quand tu penses pas que l'idée est bonne et que tu le vois, tu vois, ça m'a fait un choc. Et c'est des petits moments comme ça de prise de conscience qui sont importants pour nourrir notre bon usage de l'IA. Ouais. C'est de se, voilà. Et du coup, 2 personnes à compétences équivalentes, puisque ce qu'on est en train de se dire, c'est ça aussi, c'est que ce qu'on va retirer de l'IA va dépendre de ce qu'on y met, en fait. Qu'est-ce qui va faire demain la différence entre 2 personnes à compétences équivalentes dans leur utilisation de l'IA? Donc 2 personnes à compétences équivalentes, tu vois, sur un sujet équivalent, qui n'est pas l'IA. En fait, pour toi, qu'est-ce qu'il y a à faire? Parce que c'est un sujet, c'est en entreprise, il y a en fait, on s'augmente avec l'IA. Maintenant, à compétences équivalentes aujourd'hui, je trouve que dans le recrutement de quelqu'un, ça va être justement l'humain, ça va être là, en tout cas, qu'est-ce qui va faire la diff, tu vois, face à l'IA en l'occurrence? Comme tu dis, c'est effectivement, pour moi, il y a 2 choses. Il y a sa capacité à utiliser l'IA et tout ce qui n'est pas du ressort de l'IA. Et ça restera de toute façon. Et ça restera, et ça sera même de plus en plus important. C'est capacité à prendre du recul, à communiquer, à comprendre un conflit, à comprendre les enjeux. Tu vois, je lisais un post récemment qui disait les consultants face à l'IA, qui disait par exemple, l'IA, elle peut te donner un plan, mais elle ne sait pas s'il est vraiment bon, et c'est pas elle qui va l'exécuter. Elle l'a pas vécu dans le passé, elle l'a pas vécu dans ses tripes. Donc c'est que de l'analyse, c'est du faux ressenti, c'est de l'analyse d'un ressenti, mais c'est pas quelqu'un qui a compris les bruits de couloir. Est-ce que ce plan il va plaire au patron? Est-ce que ça va être acceptable sociétalement? Enfin, tu vois, il y a quand même besoin du coup des deux, c'est-à-dire être capable de jongler avec tellement d'informations pour avoir une analyse, une profondeur, un plan factuellement, objectivement qui tient la route. Mais derrière, tu as besoin de la couche, le tampon humain qui valide et qui dit, OK, voilà comment on va l'implémenter, voilà ce qui est acceptable, voilà ce qui ne l'est pas. Et en fait, c'est ce recul et cette intelligence qui est fondamentale. Et tu vois, moi, je suis solopreneur aujourd'hui, comme on dit, mais je bosse avec des freelances. C'est vrai que je regarde ça, tu vois, à la fois leur usage de l'IA, et que ce soit un bon usage. C'est pas du tout une question de jauge, c'est pas est-ce que tu utilises beaucoup ou pas, c'est est-ce que tu utilises bien. Et alors ça n'a rien à voir, parce que si je bosse avec quelqu'un au market qui me fait des copies de mails, des machins, mais c'est du chat GPT, non, ça va pas le faire du tout. Donc, et j'ai eu l'exemple aussi je bosse avec Séverine, mon assistante administrative, qui à un moment... Qui n'est pas une assistante IA. Qui n'est pas une assistante IA, qui est une vraie personne, et qui m'a sorti un truc... elle se posait une question sur, en gros, est-ce qu'il faut que je sois, pour rentrer dans le sujet, est-ce qu'il faut que je sois déclarée organisme de formation, puisque le bootcamp, c'est une formation. Et moi, j'ai dit non, mais je ne suis pas organisme. En plus, je ne distribue aucun titre, aucun certificat, je ne prends pas d'argent à l'État, je ne suis pas CPF, je ne suis pas Calliope. Enfin, les gens me payent. Peu importe que je fasse de la formation, un podcast, un livre, c'est pas... C'est là, non, mais si. Et en fait, elle a discuté avec Claude, et elle était, tu vois, typiquement, elle est venue avec un prompt plein de peur. Et elle m'a envoyé un message, elle m'a screenshoté la réponse, et moi, genre sur WhatsApp, j'étais en train de faire autre chose et tout, j'ai mon cœur qui a fait un bond, et qui, je te jure, il y avait écrit en majuscule, tu n'as aucune excuse, ce que tu fais c'est totalement illégal, tu ne peux pas te permettre en gros, d'offrir une formation, de proposer une formation si tu n'es pas certifié organisme de formation. Je viens de voir le site de ta cliente, le bootcamp, et donc les mots sont très clairs. Cursus, live, coaching, te remettez dans le droit chemin. Machin. Dans le pseudo-droit chemin selon ses critères. Quoi. Et donc, en gros, elle s'en est sortie en me disant, OK, c'est... Et j'étais là, attends. Montre-moi ton prompt. OK. Non. Et après, il y a plein de choses qu'elle fait très très bien, tu vois. Elle a incroyable d'automatiser plein de choses, fait des board Notion, des machins. Mais tu vois, je me suis dit, c'est fou parce qu'il nous renforce quand même vraiment dans nos peurs et dans ce qu'on croit. Et du coup, si tu devais donner, je sais pas, 3, 4, 5 grandes lignes justement pour bien utiliser, alors une fois de plus, pas tes trucs techniques, mais dans cette posture. Dans la posture, je dirais...
bah, être capable de le challenger. Donc, Ouais. pas prendre pour argent comptant, Ouais. même si c'est très tentant. Tu vois, c'est très tentant. Ça te fait une réponse qui va être plutôt bien rédigée, avec les codes du moment, le langage du moment, le machin. Creuse. Et donc, par exemple, quelque chose dont je parle dans le bootcamp, tu vas pas hésiter à lui demander, et ça c'est un peu la solution de facilité, mais ça marche, je veux dire, note-toi sur 100. Note ta réponse sur 100 et là tu verras qu'il te fait une réponse bien mieux. Ah, il te dit 82. Fais-moi Fais-moi la même, mais fais-moi à la 95. 100 s'il te plaît. Ouais, Ouais, voilà. 100. Donc voilà, challenger et se dire c'est un texte qui vient d'être généré pour moi avec mes biais. Donc attention. Ça peut, du coup, une autre pratique aussi, c'est d'aller parler à d'autres IA qui ne connaissent pas ou beaucoup moins. Et tu vois, dire voilà, Alors qu'on peut penser qu'il faut rester dans la même parce que justement elle nous connaît. Ouais, bah moi je travaillais plusieurs IA en même temps. Ouais. Et donc j'ai ChatGPT qui me connaît en pro et perso, Claude qui me connaît très bien sur le pro, Gemini qui commence à me connaître très bien sur le pro parce qu'en plus il a tout mon environnement Google. Mais par exemple le chat ou DeepSeek, j'utilise moins, mais le chat par exemple me connaît pas, je suis pas connectée. Enfin, en tout cas il y a très peu de choses. Mais du coup c'est génial parce que j'ai vraiment juste une IA objective à qui je peux aller poser une question. C'est complémentaire. C'est complémentaire. Donc j'ai plusieurs onglets. Voilà. Je dirais travailler ses prompts et comprendre les biais dans ses prompts et essayer d'y passer du temps et en fait se dire qu'aujourd'hui une partie de notre intelligence réside dans la capacité à se poser les bonnes questions et à poser et bien poser les bonnes questions. Parce qu'en fait on se retrouve tous, comme tu dis, chef d'orchestre, on se retrouve tous managers, dirigeants en fait d'une équipe. C'est un peu ça qui est nouveau, tu vois, c'est que peu importe ton âge, ton niveau, dans ton poste, ton rôle, etc., tu as ta team d'assistants sur plein de sujets. Donc en fait, on est tous managers et ça s'apprend. Enfin, donc se dire, en fait, en fonction de comment j'ai posé la question, j'ai pas du tout la même réponse et donc bien travailler quand même ces ordres, tu vois, ces questions. Je dirais, une bonne pratique aussi, c'est quand même commencer à réfléchir, surtout quand c'est un travail de réflexion sans IA, se donner quelques minutes pour mettre des idées. Tu vois, si tu veux écrire une newsletter, un post LinkedIn, faire un mail, une proposition, avant de... En fait, tu as un peu deux façons de le voir. Soit tu te dis, je dépasse l'angoisse de la feuille blanche, et d'abord je demande à l'IA ses intuitions, et après j'en fais mien et je sculpte, etc. Oui. Mais j'inviterais aussi à se dire parfois l'inverse. Et est-ce que tu peux pas... Moi, je lui parle tout le temps, mais je lui parle de mon contexte, en fait. Finalement, cette réflexion, plutôt que de la poser sur un papier, je la lui pose. Exactement. C'est parfois 3 minutes de vocal, mais je la lui pose. Et puis, je lui demande aussi de me poser des questions. Tu vois, ça c'est toi, hein, merci. Hein. Mais je lui demande de me poser des questions là-dessus pour creuser, pour justement... ça c'est hyper bien. Donc c'est ça, c'est à minima, en tout cas prendre le temps de poser son contexte, d'écrire ou de parler, de lui demander de nous poser des questions. Mais voilà, parfois aussi se dire en fait un papier, un stylo et quitte après à prendre en photo et l'envoyer à l'IA. Ou alors même faire, je vais faire les deux, je prompte, je regarde pas, je me prends 3 minutes toute seule et puis on confronte. Tu vois, ça peut être sympa aussi, c'est de la créativité, la réflexion ensemble. Donc ça, je trouve que voilà, c'est important de ne pas forcément demander tout de suite à l'IA la direction parce que ça peut aider, surtout si on est complètement perdu. Mais parfois, ça t'amène dans une et ça t'empêche d'aller voir d'autres. Et je lisais un entrepreneur que j'aime bien, il se décrit en philopreneur, je crois, c'est Jean-Charles Kurdali, qui a une newsletter et qui disait nos ancêtres travaillaient au champ, etc. Et donc, ils faisaient bouger leur corps pour travailler. Et donc, c'était en tout cas une certaine forme physique que nous avons perdue parce qu'on travaille derrière un ordinateur. Donc, on va à la gym, on va à la salle. Et bien, maintenant, en fait, le travail intellectuel ne suffit plus à se dire qu'on fait un effort intellectuel. Donc, est-ce qu'on ne devrait pas commencer à réfléchir en termes de gym du cerveau ? Et c'est une pensée que j'ai trouvée très forte, tu vois, de se dire... Enfin, en tout cas, il a mis des mots sur quelque chose que je trouve qui est une évidence qu'une fois qu'on le dit, c'est qu'en fait, continuer à cultiver des moments où, comme on va aller dire, je vais faire 1 heure à la salle de sport, c'est-à-dire je vais faire 1 heure à la salle du cerveau, et donc prendre un bouquin, écrire quelque chose, même s'il n'y a pas de but. Et en fait, se dire qu'avant, de la même façon qu'on était obligé de travailler avec son corps dans les champs, etc., avec sa forme physique, ses muscles, on travaillait avec notre cerveau
pour produire un mail, un PowerPoint, une recherche, etc., une analyse. Aujourd'hui, tu peux t'en passer. Bien sûr, en l'utilisant bien, etc., on sait qu'en fait, il ne faut pas s'en passer, mais en tout cas, tu peux. Mais donc, au moins, si tu as cette discipline de dire, tous les jours, je me prends une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure, plus, pour juste travailler ma cognition, c'est cool. Et en plus, c'est se dire, ça ne va pas tomber tout seul juste parce que je travaille, donc je vais aller lire sur n'importe quel sujet, parce qu'en fait, ce n'est pas forcément lié à mon boulot. Mais ça veut quand même dire que notre intelligence, on l'externalise un peu. Parce que si on en est à se dire qu'il va falloir muscler notre cerveau, alors en fait, IA ou pas IA, on a tous intérêt à muscler notre cerveau, hein. Mais en tout cas, que là, ça devient une nécessité. Ça veut quand même dire qu'on externalise notre intelligence à l'IA en partie. Ça veut dire que c'est possible, en tout cas. Ouais. Et qu'on peut ne pas se rendre compte. Ça peut être un des pièges, et que sans s'en rendre compte, on peut être un peu flemmard quand même à cause ou grâce à l'IA. Grâce à l'IA. C'est ça. Mais après, tu vois, c'est un peu ce qu'on se disait en intro sur la courbe d'intégration de l'IA pour chacun. Je pense quand même qu'il y a un moment où, comme tu disais aussi, tu te sens vide. Si tu as fait que déléguer et d'appuyer sur « Allez, ok, fais-moi 3 newsletters, fais-moi 3 machins », il y a un moment où tu es déconnecté. Et puis, il y a un truc... Alors, moi, pour le coup, il y a un truc qui m'a fait flipper. Un soir, je prompte, pour le coup, je sais plus... agréger des documents Excel, enfin je sais pas, et puis j'ai certainement mal prompté, enfin bref, en tout cas j'arrive pas à obtenir ce que je veux et je tourne en boucle, et donc un truc qui en fait m'aurait pris 12 minutes à faire moi-même, qui par contre me faisait chier concrètement, je me dis en fait je vais demander à Chat de me le faire et ça va me prendre 2 minutes, j'aurais gagné 10 minutes et surtout en fait je ne serais pas gonflée sur un truc. Finalement je passe 45 minutes à tourner en rond sur mon truc. Donc là, je me rends compte. Puis en plus, je fais ça hyper tard. Tu vois, je reste au bureau jusqu'à 21h30, 22h et tout. Ce qui n'est pas un problème en soi. Mais tu vois, tu te dis quand même, tu as envie d'être efficace à ce moment-là. Et là, en fait, ce qui m'a marqué, c'est que donc déjà, je m'entête. Parce que ça me saoule de me dire, en fait, il va quand même me sortir le truc. Donc au bout d'un moment, je regarde ma montre. Je me dis, putain, 20 minutes que j'y suis, il ne me sort pas le truc. Je ferais peut-être mieux de le faire moi-même. Non, je vais y arriver. Parce que sinon... Hein. Et à la fin, surtout, je me suis posée. Donc, ça a été un échec. J'ai pas eu le courage de recommencer à zéro, parce que j'aurais certainement dû recommencer à zéro. Échec, et surtout, ça m'a confrontée à un vrai truc, c'est que je me suis dit, waouh, je me suis sentie presque abandonnée. Je me suis sentie... en tout cas, ça m'a vachement déstabilisée de me dire, oh, mais je peux pas compter sur lui. Et ça a été pour moi une espèce d'alerte, de me dire, waouh, j'ai quand même une dépendance. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que je peux compter sur lui pour tout. Et quand ça n'est pas le cas, j'ai une déception qui est hyper forte, mais qui est même plus qu'une déception. C'est que je me dis, je me sens presque... émotionnellement abandonnée. Un peu émotionnellement, mais surtout, je me suis dit, waouh, en fait, je me sens démunie un peu, tu vois. Comment je vais faire, quoi, entre guillemets, si je peux plus compter sur Chat. Et ça m'a renvoyée à cette dépendance en me disant quand même, et c'est là que, tu vois, notamment... le sujet aujourd'hui, enfin l'angle d'aujourd'hui est arrivé. Je me suis dit, en fait, est-ce que je ne suis pas en train de trop compter sur lui ? Et pourtant, une fois de plus, je l'utilise beaucoup. Moi, c'est mon... ça me permet... Enfin, pour moi, aujourd'hui, l'IA me permet de gagner du temps et puis d'aller plus loin dans mes réflexions. C'est vraiment ma vision. Mais au final, ce n'est pas qu'un support, quoi. Enfin, ça a été plus. Ça m'a un peu fait flipper. Non, mais c'est clair, c'est que ça devient en fait quelqu'un avec qui tu travailles. Et donc, si. Et en plus, c'est une machine. Donc, tu peux rien. Enfin, il y a un côté aussi. Si tu lui dis, mais qu'est-ce que tu fais ? Mais il n'y a personne en face. Puis tu lui, vois. il va rester toujours très. Et puis, même s'il te dit, oh, je suis désolée et tout, tu es là, mais ça n'a aucun impact parce que tu n'es pas humain. Donc, tu sais, parfois, tu as aussi envie d'avoir quelqu'un qui dit, oh, je suis désolée, genre, j'ai raté, j'ai machin. Là, tu n'as rien. Donc, en fait, d'un coup, tu fais, ah, j'étais toute seule tout ce temps. Et c'est ça qui est perturbant, c'est que c'est la première fois qu'on interagit avec les machines avec le langage. Là, oui. Et tu oublies que c'est quand même, à un moment donné, tu oublies que c'est une machine. Oui. Et c'est là quand tu te rends compte que c'est une machine qui t'a laissé sur le bord de la route. Tu et dis, qu'en fait, c'est clair. Tu dis, bah super, une bonne journée au taf. Même lui. Non mais ça m'a vraiment, c'était assez marquant pour moi, tu vois. Mais dans ton récit, tu dis aussi quelque chose d'intéressant sur l'usage de l'IA, c'est parfois on a envie de lui faire tout faire, et si on n'arrive pas à tout faire avec l'IA, alors que tu aurais pu le faire à la main, ça t'aurait pris moins de temps. Je vois que c'est quelque chose que je vois souvent dans mon bootcamp, où des gens me disent, bah ouais, j'ai fait le truc, mais à un moment j'ai bloqué, ou j'ai pas réussi, ou ça n'a pas marché, parce que je savais pas comment passer
par exemple, du texte ChatGPT à Notion. Et elle me disait, du coup, toi, tu fais comment? Je dis, je fais un copier-coller. Ah, bah ouais, parce que moi, j'essaie de connecter Notion à ChatGPT et j'ai dit à donc là, c'est encore un ChatGPT autre truc, c'est genre de vouloir tout de faire. A à Z, Ouais, tu vois, tout le process. Ouais. Et tu vois, c'est un truc, et pour le coup, ça arrive à beaucoup, donc je pense que c'est un comportement humain. Je suis obligée de répéter souvent, ce n'est pas un échec si vous n'arrivez pas à faire un process de A à Z avec l'IA. Ce qui compte, c'est le temps gagné ou augmenter votre créativité, votre pensée, ça va votre certainement vision. rassurer tous ceux qui ont peur. On ne Bah peut oui, pas en plus. tout faire de A à Z. Non, mais c'est ça. Et c'est dire, en fait, un 80-20, c'est déjà génial. Si à un moment vous faites un copier-coller, mais c'est très malin. Enfin, il n'y a pas de. Et je pense que je donne aussi la permission de dire, c'est pas parce que ChatGPT ne fait pas un bon PowerPoint que tu peux pas l'utiliser pour quand même réfléchir à ta structure, à la recherche, au texte, etc. C'est pas parce que Gamma, si tu fais juste le prompter, ça te fait pas un bon fond, mais ça te fait une bonne interface, c'est joli, que tu peux pas du coup l'utiliser pour le mettre en forme. Tu peux arriver avec un texte qui est déjà prêt. Ah oui, donc je peux utiliser. Et je sais pas pourquoi, mais je sens que c'est ça qui débloque le plus les gens. On silote presque un petit peu en fait. C'est de leur montrer, regardez, je passe d'un truc à l'autre. Et ChatGPT ne sait pas me faire un transcript de podcast audio, et ben j'utilise TurboScribe qui me fait le transcript. Et je le télécharge et je l'importe. Et c'est pas parce que j'ai pas connecté avec des connecteurs. Mais c'est là que tu te vois quand même qu'on se repose quand même beaucoup. C'est-à-dire que à un moment donné, il y a quand même une réflexion qui se perd un peu. Il y a un peu genre, non, mais pourquoi ça m'a pas fait le truc? En fait, de base, on est habitué à utiliser plusieurs outils, à passer d'un Excel à un Word. Exactement. Je sais pas, et tu vois, il y en a qui me disent, mais j'ai mis toutes mes notes, je voulais les organiser dans ChatGPT, comment je fais? C'est pas du tout fait pour ça. Ah bon, mais c'est-à-dire qu'il faut que j'ai un autre outil où je stocke mes notes et je les organise. Il y a une flemme, quoi. Ouais, il y a une flemme. Il y a une flemme généralisée. Après, encore une fois, si on prend un pas de côté, est-ce que ça va pas nous montrer aussi un peu, tu vois, tous ces bullshit jobs et ce temps qu'on passe à juste être en train de mettre de l'info de là à là, de machin. Et donc, moi, voilà, un scénario positif qui pourrait émerger, c'est que ça nous reconnecte à d'autres choses plus différentes, en tout cas, de ce qu'on a fait ces dernières années sur les métiers du tertiaire, derrière des ordis, à manager de l'information et à s'approcher des bullshit jobs, tu vois, et en fait se dire, attends, mais qu'est-ce qu'on a fait là? Cette espèce de... Peut-être que cette flemme, c'est les prémices d'un réveil généralisé. Et se reconnecter à nous autrement. Ouais, c'est ça. J'aurais presque envie de conclure là-dessus, mais il y a quand même un sujet que je veux aborder, c'est les enfants, rapidement. Parce que moi, je suis maman de 3 enfants. Et évidemment, je n'ai pas envie d'être dans la peur, dans le rejet, j'ai plutôt envie d'être dans la responsabilité, mais je ne veux pas que demain, que mes enfants, que l'IA affaiblisse leur capacité justement à réfléchir. Alors, enfants ou adultes, on est en train de se dire que ça dépend de la façon de l'utiliser, que ça dépend de la façon de se positionner face à l'IA. Aujourd'hui, ils sont tout petits. Moi, mes enfants, ils ont 6, 4, 3. Ils ont quand même entendu le mot ChatGPT. Alors, ils n'ont jamais entendu Instagram, typiquement. Je refuse, en fait, qu'ils entendent parler des réseaux sociaux. Mais ChatGPT, ils ont entendu. Et en fait, on leur a... j'ai déjà posé des questions, en fait, pour eux, si tu veux, en disant, voilà, est-ce que tu peux m'expliquer pour un enfant de 6 ans comment fonctionne une boussole Tu vois, par exemple, c'était la dernière question en date. Ou leur proposer eux-mêmes de créer des histoires. Ça, ils ont trop kiffé. Bon, bref. Mais... est-ce que toi, tu as déjà eu cette réflexion sur ces petits, en fait, qui, du coup, vont grandir avec tu sais, il y a ce truc de... en fait, il ne faut pas qu'ils fassent faire... C'est évident, mais il ne faut pas qu'ils fassent faire leurs devoirs par l'IA. En fait, ils peuvent, au contraire, je pense, se servir de l'IA pour réviser, en fait, pour apprendre. C'est incroyable. Est-ce que là, tu vois, il y a un truc pour éviter ce monde dans lequel nos enfants pourraient, en fait, ne plus trop réfléchir, même ne plus apprendre Est-ce que c'est cette posture d'adulte qu'on doit aussi leur appliquer? Je pense que c'est ça, c'est cette posture. Donc à nous de leur transmettre la responsabilité tout en sachant que nous, on a connu le monde avant. Donc, c'est ça, c'est ce qu'on disait, c'est qu'on a vécu fait aussi, on a galéré. C'est pas une histoire, c'est un truc qu'on a senti dans nos tripes. Après, je pense quand même que si tu n'apprends rien, tu ne peux pas comprendre ce que te dit ChatGPT. J'avais lu une phrase qui disait, on est pour la première fois dans l'histoire à une époque où on prend plus de temps à comprendre une info qu'à la créer. Et donc, nous, on sait que derrière, il y avait du temps à créer une information, à la régurgiter, etc. Si tu penses que c'est le même temps, tu vois, elle est là, donc ça y est, je l'ai intégrée.
à mon avis, ça va pas durer. Enfin, tu vois, en fait, à un moment, on va se rendre compte que, enfin, ou des enfants, tu peux pas, si tu sais pas lire, si tu sais pas, tu connais pas le sens des mots, donc c'est sûr que ça va bouger les choses, bouger l'apprentissage, bouger la créativité, la rédaction, la réflexion, etc. Mais je pense pas qu'on puisse utiliser l'IA si on n'a pas, nous, un certain contexte et une culture une certaine expérience, en fait, avoir expérimenté autrement, quoi. Et donc en fait, c'est l'intégrer dans leur vie, parce qu'on va pas non plus... En fait, tu mais peux pas être dans le rejet, ça n'a pas de sens. Mais veiller à ce qu'ils expérimentent, évidemment, par eux-mêmes, quoi. Mais du coup, oui, qu'ils expérimentent, mais surtout, tu vois, je sens que de la même façon que pour les adultes, on est face quand même à cette question des inégalités qui peuvent se creuser entre les personnes qui ont une certaine culture G, un certain recul, une certaine plasticité mentale, muscle mental, tu vois, et qui vont être capables, du coup, d'utiliser l'IA pour s'augmenter, gagner du temps et s'augmenter. Et peut-être d'autres qui vont l'utiliser pour se remplacer, s'auto-remplacer. Et là, c'est catastrophique. Et du coup, pour les enfants, je pense que c'est à plus forte raison. C'est quels sont les enfants à qui on va montrer, lis des livres, écris un texte, va dans ta chambre pour faire un truc et tu reviens quand tu as fait la pièce de théâtre et machin. Et ok, maintenant c'est le temps d'usage de l'IA, donc tu as ta pièce de théâtre et tu vas demander une petite histoire en plus, une anecdote, et tu vas faire interagir avec toi et boum, c'est explosion de créativité. Ou alors, bah non, j'ai parlé avec ChatGPT pendant 2 heures. Donc ça, c'est à nous d'être le modèle et de leur montrer qu'en fait, on va s'augmenter et pas se remplacer. Quoi. En fait, tout ça, moi j'ai l'impression que c'est pas... tout ça, c'est vraiment une question de posture intérieure. Je suis pas une question de technologie, quoi. Non, la technologie, elle est là et elle n'est pas neutre aujourd'hui. Elle arrive avec ses biais, elle arrive avec ses convictions, avec son charme. Mais tout est une question de posture individuelle et sociétale et politique. Trop bien. Merci, c'était hyper éclairant. Merci Agathe. Merci beaucoup. Je ressors de cette conversation avec Marjolaine avec le sourire parce que finalement, même si on n'a pas tout à fait la réponse à notre question, est-ce que l'IA nous rend intelligents ou nous rend dépendants? Est-ce qu'on lui délègue notre intelligence ou pas? Je pense quand même que ce champ des possibles qui s'ouvre à nous avec cette intelligence artificielle, il est créateur de beaucoup d'opportunités si on a une posture saine face à cette technologie, si en fait on reste chef d'orchestre. Et ça, je trouve ça assez incroyable. J'espère que ça aura nourri votre réflexion autant que ça a nourri la mienne. Je vous remercie d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Et si vous a plu, je vous invite à le partager autour de vous à des personnes à qui il pourrait parler et puis éventuellement sur les réseaux sociaux. Et puis je vous invite aussi à suivre Take Off sur votre plateforme d'écoute. C'est ce qui vous permettra d'être informé en temps réel des prochaines sorties de conversation et de réflexion. Je vous dis à très bientôt.